Nicola Bulley était une femme, une mère de famille de 45 ans, vivant une vie paisible dans son petit village en Angleterre. Un beau jour de l'année 2023, elle va partir promener son chien comme elle en avait l'habitude, mais malheureusement, elle n'en reviendra pas. Elle laissera alors sa famille seule avec toute une série de questions. Suite à ça, les réseaux sociaux vont s'emparer de l'affaire et le reste de l'enquête deviendra totalement ingérable. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Nicola Bulley, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui est très spéciale. Vous allez voir, on est sur un sujet assez inhabituel, mais j'ai pas envie de vous en dire plus. Personnellement, quand j'ai découvert cette histoire, je me suis posé énormément de questions, bien plus encore que sur d'autres affaires que j'ai pu traiter. Et la fin nous laisse un peu sur notre faim, si on peut dire ça comme ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et je précise quand même d'ores et déjà que c'est une affaire qui est résolue. J'espère qu'elle vous intéressera, mais avant ça, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas encore fait, ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas non plus, si vous en avez envie, de venir me suivre sur mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Nicola Jane Bulley est née le 12 octobre 1977 en Angleterre, proche de la ville de Chelmsford dans l'Essex. Donc oui, Nicola, c'est le prénom d'une femme. J'avais jamais entendu d'autres femmes s'appeler Nicola, mais bon, c'est un prénom qu'on peut donner autant à des femmes qu'à des garçons. Mis à part ça, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Nicola. Je sais qu'elle a été à l'école secondaire à la William Ferrers School, qui est une école qui se situait proche de chez elle. Et puis, en 1994, donc à l'âge de 17 ans, elle est partie étudier au Thurrock Technical College qui situait dans la ville de Grays à une trentaine de minutes de chez elle. Elle a d'ailleurs été diplômée en 1996, donc lorsqu'elle avait 19 ans. Après ça, Nicola a pris son envol et elle est partie vivre dans le Lancashire qui se situait presque à l'autre bout du pays. Là-bas, elle s'est alors installée et a commencé à travailler en tant que conseillère hypothécaire. Plus tard, en 2010, elle a fait la connaissance de Paul Ansel qui va très vite devenir son mari et ensemble, eh bien, le couple aura 2 petites filles. À ce moment-là, Nicola habitait dans le village d'Inskip et avait donc une jolie famille et une vie qui lui plaisait beaucoup. Ses proches l'ont décrit comme étant une jeune femme assez réservée mais très loyale et attentionnée qui aimait énormément sa famille ainsi que ses amis. Par contre, tout n'était pas rose non plus dans la vie de Nicola. Elle avait en fait des problèmes liés à l'alcool et puis en 2023, à l'âge de 45 ans, elle recevait déjà un traitement pour la périménopause, ce qui était quand même quelque chose d'assez lourd à gérer pour elle. Mais voilà, malgré tout, eh bien, elle avait trouvé un certain équilibre dans sa vie. Mais malheureusement, au mois de janvier 2023, elle va brusquement disparaître et elle va laisser ses proches dans l'incompréhension la plus totale. Pour comprendre, on va alors se plonger dans la journée du vendredi 27 janvier 2023. Ce matin-là, à 8h40, Nicola a déposé ses filles de 6 et 9 ans à l'école. Après ça, elle est rentrée chez elle, elle allait aller au travail un petit peu plus tard dans la journée, mais avant ça, elle est partie promener son chien qui s'appelait Willow. D'ailleurs, pour la promenade, elle s'était rendue sur un petit sentier autour de la rivière Wear, dans le village de St. Michael's-on-Wear, et c'était à quelques minutes de chez elle. Ici, je vais donc vous parler du petit chemin qu'elle a fait et des différents événements qui sont survenus sur ce chemin. Vous allez voir, pour qu'on puisse un petit peu comprendre, je vais vous mettre à l'écran une carte où à chaque fois, je vous mettrai l'endroit où se passe ce que je vous raconte. Donc, dans un premier temps, on sait qu'à 8h53 du matin, juste au moment où Nicola a commencé sa promenade, à l'endroit que vous voyez donc sur la carte, elle a envoyé un email à son patron et 2 minutes plus tard, à 8h59, elle a envoyé un SMS à une amie. Pour le moment, rien d'étrange, elle commence donc sa promenade. Ensuite, à 9h01, elle va recevoir un appel groupé venant du travail. En fait, ils faisaient une petite réunion. Elle n'avait pas besoin d'être à son travail à ce moment-là, elle avait juste besoin de se filmer sur son téléphone
pour faire une réunion en vidéoconférence. Donc voilà, elle se filmait, elle parlait dans la réunion et en même temps elle marchait sur le petit chemin avec son chien. D'ailleurs, je le précise, sa caméra et son micro étaient activés, donc ses collègues la voyaient marcher. Encore une fois, là tout se passait bien, mais à un moment donné, la caméra et le micro vont se couper d'un coup. Évidemment, là, ses collègues vont se poser des questions, mais ils se sont dit que sans doute elle n'avait plus de réseau, donc ils se sont pas inquiétés plus que ça. Elle était en train de marcher un peu en forêt. Si ça coupe à un moment donné, c'est pas ultra grave, c'est qu'il y a quand même une raison et cette raison doit sans doute être le réseau. Donc là encore pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, une demi-heure plus tard, donc à 9h30, un passant qui faisait lui aussi une marche sur le chemin à côté de la rivière va retrouver un téléphone abandonné sur un banc et d'ailleurs juste à côté, il retrouvera un chien errant. Ce passant s'est immédiatement dit que la situation était étrange et il a alors décidé d'appeler la police. Les autorités sont alors arrivées sur place et ils ont rapidement compris que le téléphone était celui d'une femme du nom de Nicola Bulley et que le chien retrouvé était donc le sien. Par contre, et c'est ça qui est bizarre, sur place il n'y avait strictement aucune trace de Nicolas. Et donc immédiatement, la police a ouvert une enquête pour personnes disparues. La situation était quand même assez étrange, donc ils vont prévenir les proches de Nicolas et évidemment, ses proches vont être très inquiets. D'ailleurs, la police a eu l'air de leur dire que c'était sans doute assez grave, il y avait la rivière à côté, il y avait pu y avoir un accident. Donc vraiment, ils étaient bouleversés par la situation. Par contre, quand même, du côté des proches, ils n'avaient pas vraiment d'idée de ce qui avait pu arriver à Nicolas. Oui, elle pouvait être tombée dans la rivière ou peut-être qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ils n'en avaient aucune idée. Les enquêteurs vont alors lancer un grand appel à témoignages et ça fonctionnera. Plusieurs témoins se sont alors rendus au commissariat pour dire qu'ils pensaient avoir croisé Nicolas sur le petit chemin vers 9h10 du matin. Comme vous le voyez sur la carte, elle a donc été vue par ces témoins plus loin que l'endroit où son téléphone a été retrouvé. On pense donc qu'elle avait dû faire demi-tour à un moment donné. Vous voyez comme si elle promenait son chien jusqu'à un point B et qu'ensuite elle comptait revenir au point A et donc son téléphone a été retrouvé au milieu et elle a été vue à 9h10 tout au bout, donc au point B. De ce qu'on comprend ici, c'est qu'elle a donc disparu vers la fin de sa promenade et qu'elle a donc disparu entre 9h10 et 9h30, donc 9h10 la dernière fois qu'elle a été vue et 9h30 le moment où son téléphone a été retrouvé. Les enquêteurs ont également analysé les données GPS de son téléphone et il semblerait qu'il ait été posé sur le banc à 9h20. Donc seulement 10 minutes avant qu'on ne retrouve ce téléphone. Donc au final, ça réduit même le temps de la disparition à 9h20 jusqu'à 9h30. Elle a disparu en l'espace de 10 minutes. Donc suite à toutes ces découvertes, les enquêteurs étaient alors convaincus d'une chose, selon eux, il ne s'agissait pas d'un acte criminel. Pour eux, en fait, ce qui s'était passé paraissait logique, ça coulait de source. Ils se sont dit que sans doute, Nicolas avait posé son téléphone sur le banc et s'était ensuite retrouvé dans la rivière, soit parce qu'elle avait glissé, soit parce qu'elle aurait décidé de mettre fin à ses jours. Je précise quand même qu'à ce moment-là, son corps n'avait pas été retrouvé. Donc les enquêteurs ont lancé une recherche à grande échelle pour essayer de fouiller la rivière parce que selon eux, c'était sûr, son corps devait se trouver dans l'eau. Mais j'appuie bien sur le fait qu'on est loin d'une enquête criminelle. Là, on recherche son corps juste parce que c'est normal, une personne a disparu, on recherche son corps pour le redonner à la famille. Mais à aucun moment, on parle d'un acte criminel. Et d'ailleurs, on peut le comprendre parce que rien laisse penser que quelque chose de criminel a eu lieu. Il n'y a pas de traces de bagarre ou quoi que ce soit sur le lieu où le téléphone a été retrouvé. Donc, on peut comprendre que la police ne pense pas directement à ce que quelqu'un ait fait du mal intentionnellement à Nicolas. Mais bon, malgré ça, comme on retrouvait justement pas le corps, eh bien, petit à petit, il va y avoir une croyance collective dans la ville, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme quoi Nicolas aurait bel et bien été victime d'un crime. La rumeur disait donc que Nicolas n'avait pas eu un accident, mais qu'elle avait été assassinée. Bon là, pour essayer quand même de calmer la rumeur, les enquêteurs espéraient donc retrouver le corps le plus rapidement possible. À partir de là, des centaines de volontaires et des équipes de secours ont fouillé la rivière Weir
ainsi que les bords de cette rivière pour essayer de retrouver le corps de Nicolas. Donc là, on sait que tout a été fouillé méticuleusement. Des plongeurs spécialisés ont vérifié la rivière, ils ont même utilisé un sonar, qui est donc un appareil qui utilise des ondes pour détecter des objets dans l'eau. Mais voilà, à la grande surprise des enquêteurs, eh bien rien n'a été retrouvé et donc Nicolas restait porté disparu. C'est vrai qu'à partir de là, c'était un peu plus étrange, mais les enquêteurs ont continué à dire qu'il ne s'agissait pas d'un acte criminel. Mais à partir de là, on va quand même élargir la recherche et les équipes vont commencer à fouiller les bâtiments abandonnés des environs et en plus de ça, des hélicoptères et des drones ont survolé la zone et des chiens pisteurs ont même été emmenés sur place. Mais bon, malgré tout ça, eh bien le corps de Nicolas n'était toujours pas retrouvé. Évidemment, à partir de là, les personnes qui croyaient déjà depuis quelques jours qu'il s'agissait d'un crime se sont dit que le fait qu'on ne retrouve pas le corps était une preuve en plus. Selon eux, l'affaire était vraiment bien plus compliquée que ça, qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, qu'il n'avait pas simplement entre guillemets mis fin à ses jours, mais que quelqu'un d'autre était impliqué là-dedans. L'affaire a donc commencé à pas mal circuler sur les réseaux sociaux, ce qui en soi est une bonne chose parce que ça a permis de médiatiser l'affaire un maximum, mais c'est aussi sur internet que beaucoup de gens vont commencer à spéculer et à affirmer que la thèse de l'accident ou du suicide était fausse. À partir de là, les enquêteurs vont donc tenter de réagir et de faire changer d'avis l'opinion publique. Pour ça, ils ont donc décidé de parler publiquement du fait que Nicolas avait des problèmes liés à l'alcool, mais également qu'elle était en pleine périménopause, qui est effectivement quelque chose qui peut parfois jouer sur l'humeur. En faisant ça, les autorités essayaient donc d'induire le fait que Nicolas aurait donc très bien pu décider de mettre fin à ses jours. De plus, la police va révéler une information très personnelle de la vie de Nicolas pour renforcer cette théorie. Selon les enquêteurs, un mois plus tôt, pendant les fêtes de Noël, Nicolas aurait fait une sorte de grosse crise d'angoisse au point que les secours avaient dû venir chez elle la calmer. Elle pleurait beaucoup, elle semblait désespérée, mais finalement les choses étaient rentrées dans l'ordre. Mais bon, pour les enquêteurs, cet incident était la preuve ultime qu'elle s'était sans doute jetée dans la rivière. Mais bon, par contre, du côté des enquêteurs sur internet, ça les a pas du tout calmés. Petit à petit, des théories vont même naître et les internautes vont commencer à suspecter Paul Ansel, qui était donc le mari de Nicolas, ainsi que le père de ses deux enfants. Alors on le sait, souvent quand il arrive quelque chose à une femme, on se tourne vers le mari qui est très souvent le suspect numéro 1. C'est donc ce qui s'est passé ici pour les gens sur internet, sur les réseaux sociaux. S'il s'agissait d'un acte criminel, ça voulait dire qu'il y avait un criminel et pour eux c'était quelque chose de visé et ça pouvait donc effectivement être son mari. Pourtant, et je précise, la police n'a jamais évoqué l'idée qu'il puisse avoir un lien avec la disparition. Après c'est relatif parce que comme effectivement il n'y a jamais eu d'enquête criminelle, ils n'ont jamais interrogé Paul comme étant un suspect vu qu'il n'y avait pas de crime. Mais bon, quoi qu'il en soit, la police n'a jamais suspecté Paul de quoi que ce soit. D'ailleurs, Paul a quand même énormément travaillé pour faire avancer l'enquête et a été l'un des premiers à dire que sa femme ne se serait jamais jetée dans la rivière et qu'il s'agissait sans doute d'un accident ou, dans le pire des cas, d'un acte criminel. Donc, à mon humble avis, Paul n'avait effectivement rien à voir là-dedans. Mais voilà, le problème ici, c'est que tout doucement, une partie des agents de police vont eux aussi se dire que peut-être il ne s'agissait pas d'un simple accident. Il faut vraiment se dire que cette affaire a eu un énorme poids sur les réseaux sociaux et donc évidemment il y a des policiers qui ont commencé à croire ce qu'ils voyaient sur les réseaux. Ça reste des humains, ils sont influençables. Pourquoi est-ce que c'est un problème ici? C'est parce que c'était pas toute l'équipe d'enquêteurs, c'était juste une partie et cette partie va commencer à parler aux journalistes un petit peu pour critiquer l'autre partie des enquêteurs qui, elle, croyait toujours au fait qu'il s'agissait que d'un simple accident. Ça a donc créé une sorte de petite guerre médiatique entre deux teams d'enquêteurs qui pourtant enquêtaient sur la même affaire. Mais en tout cas, l'équipe d'enquêteurs qui va pencher pour l'acte criminel va donner une interview et va révéler quelque chose d'un petit peu étrange. Ils vont en fait expliquer qu'en regardant les vidéosurveillance des alentours, les enquêteurs s'étaient rendus compte que le jour de la disparition de Nicolas, une camionnette rouge dite suspecte s'était justement garée proche du lieu de la disparition. Vous allez sans doute me demander si cette piste a été explorée. Et la réponse est non, et c'est pour ça que ces enquêteurs ont décidé de divulguer cette information au grand public, parce que dans tous les cas, eh bien, ils n'en faisaient rien. En fait, au sein de l'enquête officielle, cette camionnette a oui posé question à un moment donné,
mais au final, elle n'a pas semblé si suspecte que ça, donc ils ont un petit peu laissé ça sur le côté. Mais évidemment, le fait que cette information ait été rendue publique a conforté les enquêteurs du web qu'il s'agissait bel et bien d'une affaire dite criminelle. En fait, ce que les internautes se disaient et ce qu'ils reprochaient, c'est que même si au début, cette affaire ressemblait à un accident, les enquêteurs auraient dû faire évoluer l'enquête avec les nouveaux éléments qui venaient s'ajouter au dossier. Mais évidemment, eh bien, ça n'avait pas été fait. Par contre, c'est vrai qu'une chose est sûre, à cause de cette très mauvaise gestion de l'enquête et de l'implication de centaines de pseudo-enquêteurs du web, cette affaire est devenue presque ingérable. Et d'ailleurs, énormément de gens se sont rendus sur les lieux de la disparition pour faire leur propre enquête, ils ont tout retourné. Vraiment, s'il y avait des preuves, là c'était sûr qu'il n'y en avait plus. Et eux ont dit qu'ils avaient trouvé des pseudo-preuves, etc. Au final, rien n'a jamais amené à quelque chose de concluant. Mais pour vous dire, les choses ont été tellement loin au point qu'à plusieurs reprises, la police a dû dissuader des gens de se rendre sur les lieux ou d'enquêter par eux-mêmes parce que énormément de gens essayaient de poursuivre l'enquête parce que selon eux, tant qu'aucun corps n'avait été retrouvé, Nicolas pouvait encore être vivante et qui plus est en danger. Évidemment, il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'ont dit toutes les personnes sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'avait pas le corps, elle pouvait être n'importe où et elle pouvait être effectivement en danger. D'ailleurs, heureusement d'un côté que les gens sur les réseaux sociaux mettaient un peu la pression aux policiers parce que l'enquête avançait pas énormément. Peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à mon positionnement, pour être honnête, je trouve que autant le public que les enquêteurs ont apporté des choses négatives dans cette enquête et ont apporté aussi des choses positives. En fait, ce qui est vraiment embêtant ici, et je pense que c'est la chose qu'on peut le plus critiquer, c'est que tout ça a été extrêmement mal géré. Pour vous dire, le gouvernement britannique a exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont l'affaire était traitée et aussi la ministre de l'Intérieur a publiquement critiqué la police. Donc vraiment, les choses ont été très loin. Et puis aussi sur le plan personnel, énormément de personnes, notamment la famille de Nicolas, a critiqué les enquêteurs quant au fait qu'ils avaient divulgué énormément d'informations personnelles vis-à-vis de Nicolas, comme par exemple la fameuse crise qu'elle avait fait à Noël, mais aussi ses problèmes d'alcool et de périménopause. Ce sont en soi des informations qui ne regardaient pas le grand public et pourtant les enquêteurs les ont rendues publiques comme pour essayer de convaincre tout le monde que Nicolas avait bel et bien mis fin à ses jours. Mais au final, l'enquête va enfin connaître un véritable tournant le 19 février 2023, c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines après la disparition de Nicolas. Ce jour-là, la pire nouvelle va être confirmée, on saura enfin que Nicolas était bel et bien décédé. Dans la journée, un homme qui s'appelait Jason Roswell se promenait avec un ami sur les rives de la rivière Weir lorsqu'il a soudainement vu un corps flotter sur l'eau. Chose importante à préciser, c'est que l'endroit où il a vu le corps se trouvait à 3 km en aval de l'endroit où Nicolas a été vu pour la dernière fois. Là, je fais quand même une mini parenthèse parce que ça me semble important de le préciser, mais en fait, Jason Roswell, qui est donc l'homme qui a découvert le corps, était en fait un médium assez connu. Jason expliquera même qu'il ne se baladait pas là par hasard, il avait en fait entendu parler de l'affaire de la disparition de Nicolas et il s'était lui-même rendu dans la région pour essayer de profiter de son don de voyance pour la retrouver. Il précisera également que personne lui avait demandé ses services, mais qu'il avait décidé tout seul d'aider sans pour autant prévenir qui que ce soit, parce qu'en soi il voulait pas donner de faux espoirs. Parenthèse fermée, ça me paraissait juste important et cocasse même de vous dire que le corps a été retrouvé par un médium. En tout cas, suite à ça, les autorités ont bien entendu été appelées sur place et ils ont alors rapidement récupéré le corps qui était couvert de roseaux et de mauvaises herbes. Évidemment, tout le monde se doutait qu'il s'agissait du corps de Nicolas, mais il a fallu attendre le lendemain pour avoir la confirmation. Elle avait finalement pu être identifiée à l'aide de son dossier dentaire. Mais là, vous allez voir, cette histoire est un véritable ascenseur émotionnel parce que finalement, après que le médecin légiste ait pu voir le corps de Nicolas, il déclara que selon lui, il s'agissait bien d'un accident vu que la cause de la mort était la noyade. Pour lui, la thèse de départ était finalement la bonne. Elle devait sans doute être tombée accidentellement dans l'eau. À ça, évidemment, le légiste apportera certaines précisions et expliquera que rentrer dans de l'eau aussi froide précipitamment peut amener la personne à halter, genre un peu comme ça.
Et donc une fois dans l'eau, eh bien ça pourrait créer une noyade, elle pourrait pas s'empêcher de respirer et si elle a le visage à l'intérieur de l'eau, l'eau rentre dans les poumons et elle meurt en quelques minutes seulement. Par contre, le légiste tiendra bien à préciser que pour lui, ça avait tout l'air d'être un accident et que toujours selon lui, Nicolas n'avait pas mis fin à sa vie délibérément. En tout cas, suite à cette nouvelle, les proches de Nicolas ont réellement été détruits. Malheureusement, pour ne pas les aider, lors de l'enquête parallèle sur les réseaux sociaux, ils ont tous été à un moment donné suspectés les uns après les autres d'avoir fait du mal à Nicolas et donc ils ont reçu énormément de messages de haine. Donc ils ont dû gérer le fait qu'on retrouvait le corps de Nicolas, malheureusement qu'elle était décédée, avec le fait que plein de gens les insultaient sur les réseaux. Mais bon, au final, là, l'affaire était résolue, on avait retrouvé le corps, on connaissait la cause de la mort. Donc là, si je résume la situation, si Internet n'avait pas existé dans cette histoire, s'il n'y avait pas eu d'enquête parallèle, en soi, la police avait fait correctement son travail, c'est-à-dire qu'ils ont directement dit qu'il s'agissait d'un accident. Ils auraient tout simplement continué leur enquête pour essayer de retrouver le corps, l'auraient retrouvé et cette histoire, on n'en parlerait même pas ici. Mais au final, ce qui s'est réellement passé, c'est que la réaction de tout le monde sur Internet qui disait qu'il s'agissait d'une affaire criminelle, que la police bâclait l'enquête, a alors créé des discussions et même des disputes au sein même des autorités du pays et au sein de l'équipe d'enquêteurs. Par exemple, il y a eu, rappelez-vous, ces enquêteurs qui ont pris la parole pour parler de cette fameuse camionnette rouge filmée le jour de la disparition de Nicolas pour critiquer leurs propres collègues et leur reprocher de ne pas plus enquêter. C'est clairement pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir habituellement. Au sein d'une enquête, on voit rarement une sorte de dispute médiatique entre différents membres de l'équipe et surtout c'est très rare que des enquêteurs décident comme ça de leur propre chef de donner à des journalistes des éléments d'enquête. Ça montre donc encore une fois que cette enquête a été la cohue totale. On dirait vraiment que petit à petit les choses ont dégénéré et que la police a donné une trop grande place à l'avis du public. Rebecca Smith, qui était l'une des enquêtrices, a d'ailleurs déclaré: « Au cours de mes 29 années de service de police, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Elle dira aussi avoir été choquée de voir le nombre de personnes agissant un peu comme des détectives privés. Par contre, c'est vrai, et ça arrive de plus en plus souvent, des affaires sont parfois résolues par des enquêteurs du web et c'est vrai que parfois les autorités légales ne font vraiment pas correctement leur travail. Donc l'implication des réseaux sociaux dans des affaires criminelles reste quelque chose de très discutable et c'est presque au final un sujet de dissertation. Moi personnellement, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question. J'ai même fait une émission télé il n'y a pas si longtemps où justement je devais donner mon avis sur les enquêteurs du web et je sais jamais comment me positionner par rapport à ça parce que comme je viens de vous le dire, il y a énormément de points positifs, mais là, dans cette affaire, on voit clairement que ça a apporté plus de négatifs qu'autre chose. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ça, des personnes qui enquêtent grâce à Internet. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour terminer sur une note un peu plus positive, c'est vrai que tout ça a aussi amené du positif à la famille de Nicolas, parce qu'évidemment, tout le monde n'était pas là à les suspecter et beaucoup de gens leur ont aussi apporté leur soutien. Je vais d'ailleurs vous lire une déclaration qu'a fait la famille de Nicolas Bulley il y a peu de temps. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles à gérer pour notre famille. L'impact émotionnel restera longtemps dans nos cœurs et même si nous n'oublierons jamais la perte de notre Niki, nous nous souviendrons toujours d'elle comme d'une mère, d'une compagne, d'une fille et d'une sœur brillante que nous connaissions et aimions tous beaucoup. L'aide et le soutien que nous avons reçus au cours des derniers mois ont signifié plus que ce que les mots peuvent exprimer. Paul, le mari de Nicolas, a d'ailleurs partagé sa propre théorie au sujet de ce qui aurait pu arriver à sa femme. Selon lui, donc Nicolas promenait son chien qu'elle aimait d'ailleurs plus que tout, qu'elle considérait presque comme son troisième enfant, et en même temps, comme je vous l'ai dit, ça c'est un fait, elle se filmait pour sa réunion avec ses collègues. Paul pense alors qu'à un moment donné, Nicolas s'est assis sur le banc pour être plus confortable pour discuter. Pendant ce temps-là, elle aurait alors pu retirer la laisse de son chien pour le laisser courir aux alentours. Mais voilà, on se dit que peut-être qu'à un moment donné, son chien se serait trop approché de la rivière, elle aurait eu peur pour lui et donc elle se serait levée d'un coup, aurait arrêté sa conversation avec ses collègues et aurait couru vers son chien pour lui remettre son harnais. Et là, malheureusement, elle aurait dû faire un faux mouvement et elle serait tombée dans la rivière. Aujourd'hui, c'est donc ça la théorie prédominante, même si c'est vrai qu'encore maintenant, beaucoup de personnes
pensent toujours qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Évidemment, des théories, ça ne s'arrête pas comme ça. D'ailleurs, il y a une chose quand même que je vous ai pas dit, c'est que des caméras de surveillance ont pu filmer Nicolas sur son chemin, mais malheureusement, celle qui était orientée pile poil sur l'endroit où le banc se trouvait, et donc sur l'endroit où Nicolas avait sans doute glissé, était justement éteinte. Donc, si cette caméra avait été allumée, on aurait pu tout comprendre très vite, mais malheureusement, eh bien, le hasard a très mal fait les choses, parce que là où elle est tombée, sans doute, eh bien, la caméra ne marchait pas. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire. Oui, j'aurais pu vous parler des petites théories qui circulent sur TikTok, sur Twitter, etc. Mais pour la justice, c'est un accident. La famille de Nicolas se contente de ça. Même eux sont convaincus qu'il s'agit bel et bien d'un accident. Donc pour moi, ça sert à rien de continuer à propager des rumeurs qui sont potentiellement fausses. Après, si vous avez envie de faire vos propres recherches sur les réseaux sociaux, je suis sûre que vous trouverez 1 milliard de théories sur plein de choses qui accusent même la famille, etc. Mais voilà, moi, j'ai pas spécialement envie d'aller là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire, de cette affaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça m'aide beaucoup, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!